Y a-t-il une vie après la mort? Réponse dans 10 secondes. Yves Livre, avec Le Pavé du Canal, votre librairie indépendante à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Didier Kimmel. Bonjour Sylvain. Comment vous allez? Moi ça va plutôt bien. Là, tout de suite. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Alors on va pas répondre à la question du pré-générique là tout de suite maintenant. Non. On va faire un petit teasing parce qu'il y a 2-3 trucs à dire. Bien sûr. Moi je voulais juste vous parler de votre parcours parce que vous le savez peut-être, Yves Livre, ça nous donne l'occasion, c'est une émission qui nous donne l'occasion de parler des auteurs et des autrices des Yvelines qui font ça à titre amateur. Bien et sûr. alors vous avez un parcours yvelinois parfait. Vous êtes né à Versailles. Là, vous habitez à Guyancourt depuis, alors qu'on connaît bien ici, depuis une vingtaine d'années à peu près. Mais sinon, de naissance, vous êtes Versaillais. Et alors, ce qui est génial, vraiment, enfin moi ça me fascine. J'adore le théâtre Montansier de Versailles. Oui. Et alors, il s'avère que vous avez vécu dans le théâtre. Vous pouvez nous raconter ça? Enfin, c'est votre papa, bien sûr. en fait. Non, moi, je suis effectivement natif et j'ai passé toute mon enfance et une partie de ma jeunesse à Versailles. Et j'ai eu la chance de résider dans un appartement situé dans le théâtre Montansier. Alors, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui ne connaissent peut-être pas le théâtre Montansier, c'est vraiment un vieux théâtre à l'italienne, comme on voit à Paris, le théâtre du Palais Royal, de la Porte Saint-Martin, enfin vraiment un théâtre à l'italienne, qui a été inauguré, vous me disiez tout à l'heure, ça je ne le savais pas, Bien sûr. en 1777 Le par 17 Marie, novembre ou le 18 novembre 1777. par Marie-Antoinette et Louis XVI. En présence de Marie-Antoinette et Louis XVI, effectivement. Voilà. Et donc votre papa était pompier. Oui, il était pompier, tout à fait. Donc dans un appartement, il était là en cas d'incendie, il était là Au cas pour où, intervenir effectivement. immédiatement. C'était ce qu'on appelle maintenant un appartement de fonction, communément. Alors moi, le fait d'avoir habité dans cet endroit, effectivement, absolument extraordinaire, ça m'a donné le goût, effectivement, d'écouter les belles pièces de théâtre. Je commençais par du Molière quand j'étais tout petit, c'était facile d'accès, bien entendu. Après, il y avait des pièces plus contemporaines, de la musique classique. Et puis, comme je vous l'ai aussi dit, le théâtre Montansier donne sur sa partie arrière sur le bassin de Neptune, donc sur les jardins du château de Versailles. Et ça, c'était mon terrain de jeu, puisque à l'époque, vous imaginez, comme j'ai un peu plus d'âge que vous, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Et qu'est-ce qu'on faisait? Soit on lisait, donc je lisais beaucoup, ou soit on se promenait dans les jardins, on regardait les sculptures, on regardait la nature. Et c'est ça qui m'a donné cette envie de m'intéresser et de participer à la chose littéraire. Parce que finalement, quel lieu peut être aussi chargé quel autre lieu peut être aussi chargé d'âme, de vibrations qu'un théâtre? Les vibrations et l'âme, c'est la transition est toute trouvée avec pour votre nouveau livre qui s'appelle Croire que c'est possible aux éditions Le Lys Bleu. C'est pas votre premier, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Croire que c'est possible, donc c'est un livre, vous allez nous en parler un petit peu, qui parle de ça, qui parle de la transcendance, de la réincarnation, de la vie après la mort, y en a-t-il une, y en a-t-il pas, de la communication qu'on peut peut-être éventuellement établir avec les personnes décédées. Comment on en vient à aborder une question aussi existentielle dans un livre comme ça? Je crois que l'idée du roman, les racines, elle remonte à mon enfance, effectivement. Je me suis toujours interrogé pour savoir si, oui ou non, le décès d'une personne, ça symbolisait un point final, c'était terminé, ou s'il n'y avait pas une petite chance, une petite probabilité que quelque chose se poursuive, une forme de vie, enfin, quelque chose au-delà. Et donc, je me suis aperçu que beaucoup de gens se posent cette question, sans avoir la réponse. Beaucoup l'avouent qu'ils se la posent, d'autres refusent d'avouer qu'ils se la posent, mais qui ne se l'est pas posée. Et donc l'idée c'est, est-ce qu'on a une preuve définitive que la vie s'arrête au moment du décès? On n'en a pas réellement, et pourtant on a des dizaines, des centaines de milliers de témoignages qui nous parlent soit d'expériences de mort imminente, vous connaissez, soit des gens qui sont persuadés d'avoir vécu des vies antérieures, ou plein d'autres phénomènes de ce type-là. La réincarnation, l'écriture automatique, enfin, il y a plein de sujets qui sont liés à ça. Alors concrètement, le roman, c'est en fait une discussion.
c'est un dialogue, dialogue en fait qui s'étale comme ça sur à peu près 200 pages entre scientifiques. Et il s'avère que votre héros est un scientifique qui a eu accès, a priori en Inde, qui a eu accès à l'âme, en tout cas qui a pu communiquer avec une personne décédée. Et là-dessus, un spécialiste a eu vent de tout ça et il lui propose donc une expérience. Oui, tout à fait. En fait, le personnage principal s'appelle Marc et c'est un neuroscientifique. Et ce neuroscientifique de renom, il avait eu effectivement une expérience absolument troublante. Il a été en Inde. Et là, il est persuadé être entré en communication avec l'esprit d'une femme qu'il a aimée passionnément dans le passé, qui s'appelle Diane, mais qui est décédée depuis quelque temps. Et donc, il a cette conviction-là. Et cette conviction-là, quand il a essayé de la faire partager au début à son retour d'Inde, il a bien compris que c'était pas bon du tout pour la perception qu'avaient les gens de celui qui racontait un truc pareil. Voilà. Et donc, le médecin qui l'avait soigné à l'époque, à son retour d'Inde, puisqu'il était arrivé pas mal de choses, il décide, à partir de tout un tas de témoignages qu'il a, écrits ou de patients, de monter une équipe de recherche en vue de réfléchir sur cette question. Et cette équipe de recherche, elle va réunir à la fois des scientifiques, comme vous le dites, mais aussi des gens qu'on appelle des sciences molles, c'est des psychologues, un médium, etc. Et on va examiner tout un tas de témoignages, on va rencontrer des gens et on va essayer de corroborer ce que vont raconter les gens, parce que la parole quand même de chacun, elle est discutable, elle est fragile. On va essayer de corroborer tout ça avec l'IRM, donc un instrument scientifique qui est capable de décrypter un petit peu ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc c'est ça l'idée, et bien sûr, dans tous mes romans, il y a toujours une petite partie d'histoire sentimentale qui apparaît au fil des pages. Mais la réalité, elle est où Alors la réalité, non, il faut bien comprendre que tout ce qui est mort imminente, tout ce qui est réincarnation, vie antérieure, moi j'ai regardé tout un tas de témoignages. Et dans ces témoignages, encore une fois, vrai, pas vrai. Et puis après, l'aspect scientifique de l'utilisation de l'IRM, ça c'est des choses factuelles, indiscutables. Quand on écrit un roman, on met de la réalité, de la fiction, c'est un peu de la cuisine, voilà. Et puis, moi mon objectif, c'était d'écrire une histoire mystérieuse qui permettent à chacun de rêver et d'espérer. Parce que quand vous faites le teasing au départ en disant est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, ça peut être un petit peu difficile. Non, vous n'avez pas de réponse. Bah voilà, la réponse, il faut la laisser à chacun d'entre nous. Voilà, à chacun d'entre nous. Et donc, effectivement, on peut se... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Bien et sûr. on peut avoir une vision comme ça au début du livre, un peu floue. On se rend compte que finalement... On est plein de ressources, plein d'expériences qui peuvent nous mener sur des voies de réflexion et de compréhension. Et qu'il n'y a pas peut-être une réponse aujourd'hui, en tout cas définitive, absolue. Personne n'est revenu de ce grand voyage pour nous dire ce qui se passait. Donc on ne sait pas vraiment. Mais alors vous, pourquoi vous évoquez ce sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Vous avez rencontré des scientifiques? Vous avez parlé vous-même à une personne défunte Moi, j'ai eu la chance d'abord d'avoir un parcours professionnel dans un milieu scientifique. Donc, a priori, quand on est scientifique, on est plutôt dubitatif face à ces choses-là qui paraissent pas très solides. Pourtant, voilà, c'est pas très... Voilà, exactement. Voilà. Mais pourtant, encore une fois, pas de réponse définitive. Donc moi, je considère que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Et à travers le monde, il y a des équipes qui travaillent sur ce sujet. Qui travaillent pour... Parce que le cerveau, notre boîte crânienne aujourd'hui, on connaît plein de choses sur le cerveau. Vous savez qu'il y a quelques dizaines ou centaines d'années, plutôt, mais dizaines d'années tout simplement, quand on voulait savoir ce qui se passait au niveau du cerveau, on le faisait post-mortem, on découpait des fines lamelles de cerveau qu'on regardait en microscope. C'est fini ce temps-là. Donc on est capable maintenant de faire des investigations profondes, mais qui sont profondes au moment où on parle, mais qui sont encore en voie de devenir. On n'est pas encore capable de décrypter complètement les choses. Parce que un corps humain, c'est pas seulement une enveloppe charnelle et une tête, ça suffit pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà, donc il y a tout un tas d'équipes dans le monde qui réfléchissent à ça. Bon, en tout cas, c'est absolument passionnant. Et vous, dans votre cerveau actuellement, vous avez un autre projet de livre? Ah oui, Qu'est-ce que vous concoctez? Un truc qui n'a rien à voir ou... Alors,
pour revenir simplement, c'est 3 livres en fait. Au départ, c'était pas l'objectif. Alors, Donc, les 2 autres. Voilà, Les Roses Bleues, Je ne serai jamais loin de toi. Ici, voilà. Le premier, c'est Les Roses Bleues. Je l'ai écrit sans objectif, a priori, de poursuivre sur cette histoire. Et en fait, les 3 livres maintenant, Je ne serai jamais loin de toi et Croire que c'est possible, constituent une espèce de trilogie. Et cette trilogie-là, si intéressant pour un auteur, c'est de l'écrire de telle façon qu'on puisse lire chaque livre de façon individuelle, qu'on ne soit pas obligé de lire les 3. L'auteur, il se dit, il prend le pari que quand on en aura lu un, on aura envie de lire les autres, bien entendu. Voilà. D'accord. Et donc le 4e, la tétralogie. Alors le 4e, j'ai décidé de changer. Ça, c'est plutôt une histoire. Ce sont des histoires qui permettent de voyager, avoir beaucoup d'émotions. C'est de l'émotion en barre. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses comme ça. Donc voyager, émotion, un peu de partie historique et puis de la partie scientifique. J'aime bien écrire des choses factuelles, vérifiées, validées. J'aime pas trop la science-fiction. J'aime bien la fiction, mais pas la science-fiction. Voilà. Donc ça. Et la prochaine idée, c'est quelque chose qui sera plutôt entre le policier et le thriller, je ne sais pas exactement. Voilà. Je vais complètement changer de style. Voilà, et alors, dans quelques jours, vous partez pour New York, vous prenez l'avion. Pourquoi faire ? Alors, j'ai la chance de faire partie d'une organisation qui s'appelle Rencontre des auteurs francophones. Ça a été créé, c'est une plateforme qui réunit environ 360-400 auteurs du monde entier. La seule condition, c'est de s'exprimer en langue française. Voilà. Et donc vous faites partie de... Je fais partie de ces auteurs-là. Ce qui est quand même un honneur pour un auteur qui n'est pas un auteur professionnel. Ah, absolument, oui. J'ai eu cette chance d'être admis dans ce cercle. Le parrain, c'est Marc Lévy. La marraine, c'est Amanda Steers. Steers, ouais. Oui, je dis Steers toujours, mais Steers, voilà. Et effectivement... Donc pas n'importe qui. Voilà, non, bien sûr. Et ce festival-là, la première fois que j'ai assisté, c'était Marc Lévy qui est venu, qui très sympathiquement a passé beaucoup de temps avec nous. Un homme vraiment qui pourrait nous prendre de haut, mais pas du tout. Alors donc, on a failli le recevoir au pavé du Canal l'année dernière, malheureusement ça ne s'est pas fait, mais on y travaille. C'est un homme formidable, tout en modestie, mais vraiment magnifique. Et donc, ce festival à New York va permettre de lancer, notamment, bon, il y a 3 séances de dédicaces dans des endroits différents, mais dont les Nations Unies, mais on va surtout lancer un livre, qui est un livre qui s'appelle Rêves et rives méditerranéennes, qui est une contribution de... je ne sais plus combien, on est plusieurs dizaines d'auteurs du monde entier donc, qui s'expriment sur la Méditerranée. Voilà. Et donc moi j'ai la chance d'avoir écrit une nouvelle qui a été sélectionnée, qui fera partie de cet ouvrage lancé mondialement à New York dans quelques jours. Et vous viendrez nous en parler éventuellement dans Yves Livre, parce que voilà, Yves Livre, c'est l'émission des auteurs et des autrices des Yvelines. Bien sûr. Et vous, franchement, vous faites partie du lot. Croire que c'est possible, je propose à tout le monde vraiment de lire ce livre si la vie après la mort et tout ce qu'il y a autour vous intéresse. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, écoutez, on vous attend au pavé du Canal tous les jours du lundi au samedi inclus. Sauf le dimanche. Le dimanche, on lit, on se repose. Mais sinon, on vous attend à Montigny-le-Bretonneux. À bientôt. Merci.